Autour de ce problème extrêmement important et qui est bien sûr lié à l'autre atelier qui a lieu en même temps. Donc, vous êtes vraiment invité à participer tout de suite, dès que vous le souhaitez. Simplement, essayez de synthétiser vos propos, d'être bref, d'exposer une idée de la manière la plus claire et simple possible, comme nous allons essayer de le faire. Juste en petite introduction, je dirais que ce terme qualitatif est utilisé bien sûr dans la loi, dans les conditions générales de vente, mais c'est peut-être aussi un terme ou une idée qui a une histoire, qui remonte assez loin. C'est très amusant parce que pour préparer voilà, cette animation, j'ai relu la lettre sur le commerce de la librairie de Diderot, et en fait, il parle déjà du problème. C'est assez étonnant. Et la phrase célèbre sur le fond de la librairie que je vais lire, il faut peut-être la voir sous un autre angle, un angle qualitatif. La voici. Un fonds de librairie, pour lui, le fonds de librairie, c'est un assortiment, hein, pour être très précis. Un fonds de librairie est la possession d'un nombre plus ou moins considérable de livres, assortis de manière que la vente sûre mais lente des uns, compensée avec avantage par la vente aussi sûre mais plus rapide des autres, favorise l'accroissement de la première possession. On voit déjà que dans cette phrase, il y a un éclairage absolument essentiel du côté des livres qui se vendent plus difficilement. Et il rajoute, ce fonds est la base de son commerce et de sa fortune. La base, c'est un mot qu'il ne faut pas oublier. Alors, ne l'oublions pas. Parce que cette proposition, je pense qu'elle peut nous servir vraiment d'éclairage et de levier, enfin, pour la discussion qui va avoir lieu. Alors, quelques petites réflexions préalables sur le terme lui-même qualitatif. Moi, je pense que le qualitatif n'existe pas. C'est une notion qui n'est pas une et indivisible. Elle est délicate à manier puisqu'elle est inquantifiable par nature. Mais elle résiste aussi, c'est dans sa nature. Et j'espère bien que cette idée de résistance, nous allons en parler. À mon sens, il existe plutôt des formes de qualitatif avec plein de variables qui correspondent à la variété même des librairies. Donc on va essayer d'aborder ces sujets aussi. Alors, quand on réfléchit à ce problème, on peut tout de suite très rapidement constater des clivages, des oppositions, des incompatibilités plus ou moins tranchées. C'est très intéressant de prendre le temps quand on peut le faire. C'est difficile dans notre métier, mais c'est possible. Là, en tout cas, je l'ai fait, moi. Parce qu'au-delà de l'observation courante et des perceptions quotidiennes, on s'aperçoit vraiment que ces antagonismes, dont je suis sûr on va certainement parler ensemble, peuvent se révéler très fructueux si on essaye de les dépasser, de les articuler, voire de les synthétiser si on pense à la dialectique. Moi, je crois qu'il s'agit de déplacer la perspective et de passer d'une idée communément admise, on pourrait dire le plus petit dénominateur commun, qui correspond un peu aux meilleures ventes, comme ça, dans une idée très très simplissime. Je préfère avoir une idée comme ça qui est plutôt l'image de la multiplication des petits pains dans cette chaîne de causalité extrêmement complexe qu'est notre univers. Et la complexité même de cette idée de qualité, de qualitatif, peut être un atout parce qu'elle correspond à notre diversité. Donc essayons de réfléchir et de travailler autour de ces idées qui vont certainement surgir. Alors, donc, comme je vous disais, ce n'est pas une conférence, on va tous être amenés à discuter ensemble. Il n'y en a qu'un qui a le droit de faire un discours. Ah oui, il y a les films d'abord, oui. Alors, donc les films, s'il vous plaît, messieurs, dames. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si... Voilà. Bonne nuit.
Par rapport à notre commerce, c'est la différence essentielle, c'est qu'on touche à l'humain, on touche à des relations importantes entre les libraires et les clients. On est sur des échanges qui sont parfois profonds, et puis on est un acteur culturel implanté dans la ville, et ça aussi c'est très important. L'accueil avant tout, pouvoir accueillir correctement le client, qui se sent à l'aise, le laisser déambuler et se balader librement dans la librairie, et pouvoir lui apporter un conseil dès que celui-ci a une interrogation, et lui faire découvrir des choses pour lesquelles forcément il n'était pas rentré. La qualité d'une librairie, c'est peut-être une identité, une personnalité. Donc des choix, des découvertes, une offre qui n'est pas une offre standard. Déjà, je pense que nous, on se distingue par le lieu. C'est vrai que la librairie Coiffard est une librairie qui est une belle librairie. Vous voyez les échelles, vous voyez le bois, vous voyez... Voilà, donc déjà, ça, c'est le lieu est important. Je pense qu'il fait partie de la mythologie du libraire et c'est important. On essaye de donner une atmosphère à cette librairie, une convivialité. Les gens accueillent les clients avec leur sourire tous les jours, toute l'année. Et ça nous démarque beaucoup d'autres commerces. Les gens s'y sentent bien dans cette librairie. Enfin, c'est ce qu'ils me disent. C'est ce que j'entends souvent. Ils flânent, on discute s'ils ont envie. Voilà. C'est un lieu, j'espère, pour eux, hors du temps. L'intimité, en fait, quelqu'un qui vient en librairie, quelque part, livre un peu son intimité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Finalement, il y a une relation de confiance avec le libraire. On n'est pas le psy, mais quand on commence à donner ses goûts en littérature, ce qu'on a aimé, pas aimé, et qu'on écoute le conseil, quelque part, et qu'on prend le livre, c'est qu'on adhère au conseil. Et quelque part, on rentre un peu dans l'intimité de l'acheteur. Le plus, c'est l'âme du libraire ou de la librairie, c'est-à-dire être vraiment heureux de servir les gens. Et c'est ça, l'importance du service, je pense que vraiment, elle fait toute la différence. Il est certain qu'on a de moins en moins de temps pour prospecter des petits éditeurs, de prospecter des auteurs qui sont peut-être un petit peu plus exigeants. Et donc ça, c'est vrai qu'on devrait pouvoir être, je ne dirais pas rétribué, mais on devrait pouvoir laisser le temps aux libraires indépendants de faire ce travail. Tout est déjà bien dit dans ce film par nos collègues. C'est vraiment formidable. Je crois que vous avez nos noms derrière, donc si vous voulez nous interpeller avec plaisir. Et là, je cède la parole donc à Jean-Jacques Tonnet, qui va nous faire une présentation d'ensemble, comme j'ai pu lire le texte auparavant, vraiment très intéressante. Là aussi, vous allez voir, beaucoup d'idées sont abordées, que nous allons développer ensemble, juste après. À toi, Jean-Jacques. Bien, bonjour. J'étais content de t'entendre dire le qualitatif n'existe pas, et je te rejoins un peu là-dessus, parce que le qualitatif, finalement, c'est une recherche permanente. Donc je suis content d'avoir été sollicité pour cet atelier. Il se trouve en effet que depuis quelques mois, avec quelques confrères et consoeurs, nous avons entamé des discussions sur ce sujet, des discussions à bâton rompu, et parce que c'est un sujet qui pour nous, au centre de notre métier, est le gage d'une professionnalisation permanente. Et il nous semblait que souvent, lorsqu'on parlait de la librairie sur les ondes, dans la presse, dans l'interprofession, la profession tout court, le misérabilisme, le défaitisme accompagnaient les discours quand nous rêvions de volonté de faire valoir ce qualitatif dans un enthousiasme et un dynamisme. Oui, des demandes d'aide, oui, des demandes de subventions justifiées, nécessaires, mais s'accompagne-t-elle réellement d'une remise en cause de tout ce questionnement de propositions sur notre travail? Où est notre valeur ajoutée? Existe-t-il par exemple une vraie charte de qualité à ce jour? Et il nous est apparu que mettre sur le papier quelques fondamentaux sur notre profession ne serait pas inutile, sur la base de nos 20 ans de pratique qui ne nous rend ni meilleurs ni excellents, mais nous autoriser à discourir sur des sujets de prédilection de chacun. Et c'est ainsi qu'avec Josette Vial, qui propose un topo sur le fond, les assortiments, le travail avec la diffusion, Pascal Thuot qui travaille sur la vente, moi-même sur l'animation au sens large, comment mettre en mouvement un stock d'une table jusqu'à un débat, Philippe Touron qui parle du management d'équipe, petites ou grandes, Isabelle Schulman et Antoine Front qui se sont emparés du sujet de la transmission, Christian Torel qui parle aussi du rôle de la librairie dans la cité,
nous avons condensé ça sous forme d'interview. C'est un travail qui sera rendu à la fin juin. Nous aurions voulu qu'il soit disponible pour ces journées de Bordeaux. Mais c'est un gros travail. Une version numérique, une version papier sera disponible fin juin. Pour ceux qui seraient intéressés par ce travail, je peux prendre les adresses e-mail et les adresses pour vous le faire parvenir. Un stock, des hommes, des vendeurs, une mise en scène, un commerce, un territoire. Ce sont, je crois, les piliers, les fondamentaux sur lesquels repose ce fameux qualitatif que nous devons à nos clients d'hier, ceux d'aujourd'hui, et j'en suis persuadé, ceux de demain, dès lors que nous ne lâcherons rien sur ce fameux qualitatif. Le qualitatif pour vendre des livres, truisme, me direz-vous, mais je crois qu'il est bon de les rappeler parfois, parce que quand on emploie ce terme qualitatif, on pense d'abord à nos conditions de vente avec nos fournisseurs, ce qui est important, mais ce qualitatif, il est avant tout, je crois, une exigence que nous devons aborder du point de vue de notre clientèle et de nos ventes. D'ailleurs, ce sont les clients qui en parlent le mieux. Il suffit de passer quelques heures en caisse pour s'en convaincre et les entendre manifester, soit leur satisfaction d'avoir trouvé le livre qu'ils étaient venus chercher, soit leur admiration quand nous avons su trouver le livre sur lequel ils avaient si peu d'informations et parfois erronées que nous arrivons à trouver. Les entendre nous remercier pour une lecture que nous leur avions conseillée lors de leur précédent passage, leurs félicitations pour une vitrine ou une table à laquelle ils n'ont pas su résister, leur étonnement quand une commande arrive très rapidement et que nous les prévenons, leur mécontentement aussi quand, à contrario, un livre met trop de temps à arriver ou qu'un vendeur a pu avoir une phrase ou une attitude maladroite. Car, autre truisme, mais très important, ce qualitatif, il n'est jamais acquis, il ne se décrète pas. Il est, je crois, je le disais, une recherche permanente, un laboratoire, un état d'esprit de remise en cause, d'humilité, de respect, d'écoute, de questionnement, de choix. Et il niche dans une somme de détails et de décisions quotidiennes qui vont du réassort à l'établissement de planning. Parce que oui, les clients qui félicitent ou qui râlent, au moins, eux, se manifestent. Mais moi, je m'interroge toujours sur ceux qui ne viennent pas, et puis sur les autres, ceux qui viennent et puis qui ressortent sans passer par la caisse. Étaient-ils venus simplement flâner et étaient-ils satisfaits de leur flânerie ? Les avons-nous déçus ? N'ont-ils pas trouvé ce qu'ils cherchaient ? Étions-nous suffisamment nombreux à ce moment de la journée pour nous en occuper ? Avons-nous su abandonner le représentant ou décoller les yeux de l'écran sur lequel nous sommes en train de référencer notre office pour nous consacrer à lui ? Lui avons-nous signifié que nous étions disponibles par un regard C'est tous ces détails, le qualitatif. Nos tables étaient-elles à la hauteur ? Et je crois que ce sont des questions fondamentales à l'heure d'Internet, questions que nous devons de nous poser chacun dans nos projets de librairie, bien sûr, dans nos magasins, mais aussi d'un point de vue collectif, car de la qualité des prestations de chacun d'entre nous dépend l'image de notre métier auprès du public. Le qualitatif est une exigence de professionnalisation qui met, je crois, le client et sa satisfaction au centre du dispositif, le client lecteur. Et donc on est là sur une responsabilité collective. Un stock assorti et animé par des humains ramenés à l'échelle des territoires sur lesquels ils sont implantés, c'est la base de nos commerces. Car oui, la librairie est un commerce. Et je crois qu'à trop vouloir répéter qu'elle n'est pas un commerce comme un autre, ce qu'elle est, on finit pourtant par oublier cette notion de commerce. Et nous n'avons absolument pas à en rougir. Bien au contraire, je crois qu'il faut s'en servir dans ce qualitatif. Il nous faut travailler et utiliser ces notions commerciales de base que sont l'accueil, le sourire, la séduction, l'humour, l'accompagnement du client, son écoute, ses attentes. C'est une donnée de base dans notre qualitatif. Faire commerce, c'est travailler la finesse d'approche d'une relation de vente, sans jugement de valeur. Et puis, c'est la reconnaissance du client via la fidélisation, incluant un geste commercial, le fameux 5%, via une fidélité. Et c'est tout autant perfectionner la finalisation d'une vente que la chaleur d'un lieu. Au cœur de ce dispositif qualitatif, un stock. Un stock qui, lui, par rapport à d'autres commerces, est plus atypique. Et là, on est effectivement un commerce pas comme un autre. Atypique car il est à la fois, et quelles que soient nos échelles, une énorme immobilisation comptable et financière, mais qu'il a en plus une valeur immatérielle qui est celle du culturel. Un stock à la Diderot, et moi j'aime beaucoup cette phrase de Diderot, je m'en sers aussi assez souvent, un stock à la Diderot assorti de telle manière qu'il soit apte à répondre à la demande, qualitatif de base, qualitatif minimal, et à proposer une offre où là se joue un qualitatif différentiel qui fait l'âme de nos librairies. Et notre travail quotidien, c'est de trouver ce juste équilibre
jongler sur le fil de cette politique d'offre et de demande sans mettre à mal les équilibres économiques vitaux dont nous sommes souvent caution personnelle. Que va-t-on me demander aujourd'hui, demain? Qu'est-ce que j'ai à conseiller, à proposer, à vendre à ma clientèle en ce moment? Que vais-je lui offrir demain? Et ce travail-là, c'est le cœur du métier, c'est une cogitation quotidienne qui fait appel à une curiosité, une envie, une réactivité de tous les instants qui sont les moteurs et le carburant de ce métier fabuleux, mais qu'il nous faut toujours ramener à la raison de notre projet commercial en opérant des choix. Le qualitatif est choix. Pour qui, pourquoi ce livre dans mon stock? Subtil dosage de subjectivité et d'objectivité qui font de nos librairies ces lieux où l'on trouve ce que l'on cherche, mais qui font de nos librairies ces lieux aussi où l'on trouve ce que l'on n'était pas venu chercher. Et c'est pourquoi le qualitatif se joue tant au moment de la prise de décision de réassortir, maintenant ou plus tard ou pas, qu'au moment de décider d'un retour, ou encore du passage du représentant. Savoir faire des choix pour faire vivre un stock, et en ce sens, le 0 ou le 1 sont des quantités qualitatives. Travailler avec la même curiosité un catalogue qu'un bon d'office. Ne pas succomber à la seule nouveauté pour installer dans le temps des titres plus anciens, en les retravaillant en pile comme de la nouveauté, au gré de thématiques originales, répondant à des critères d'actualité, qu'elles soient locales, nationales, ou tout simplement de notre envie du moment et de ce que nous inspire l'air du temps, le tout dans un environnement contraint qui est celui de nos trésoreries. Notre matière première est culturelle. Le qualitatif, il se joue dans la manière dont chacun d'entre nous va pétrir cette matière, la sortir, la mettre en main des clients, la modeler, la mettre en mouvement via tables et vitrines, en associant des rayons, en rapprochant des univers d'auteurs, en animant des débats, en sortant de la librairie aussi. Et faire qu'au final, nos librairies aient la permanence d'un paysage en perpétuel mouvement qui change au gré non pas des couleurs ou de la lumière, mais de la dynamique de notre assortiment et des ventes qui en découlent. Ce qualitatif, c'est notre capacité à vendre sur une année des centaines d'un même titre, mais aussi et surtout des centaines de références unitaires. Bravo. Après ce beau discours, il va être difficile de commencer. Alors, qui veut se lancer à la table? Mesdames, peut-être? Une dame? Anne-Marie, vas-y. Alors, c'est un peu difficile parce que sur quel point je rebondis. Alors, peut-être en parlant de mon expérience et sur le fait que l'offre, surtout l'offre et la demande, c'est vrai que moi je suis à Niort depuis 2007 et avant j'étais à Besançon au Sandal d'Empédocle, deux librairies complètement différentes à cause du maillage des librairies dans la ville. Et ça, pour moi, c'est très important, à savoir qu'on n'a pas une librairie. S'il y a 10 librairies dans une ville, chacun peut avoir une spécificité. Et dans ce cas, pour moi, en ce moment à Niort, on est la seule librairie généraliste. Et donc, pour moi, ça va être de jongler entre la demande, qui peut être très grand public, et pour moi, assez éloignée d'une qualité et d'une exigence. Et en même temps, on nous demande le plus pointu. Et donc, nous, ça va être l'alchimie de trouver et des livres qui peuvent être lus par le maximum de gens. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une libraire de mon équipe qui essaye de trouver des livres qui peuvent être très grand public, mais en même temps bien écrits. Et ça, je trouve que c'est assez admirable parce qu'elles s'en coltinent beaucoup pour trouver la perle. Et en même temps, un travail sur ce qu'on aime, ce qu'on défend, parce que pour nous, ça répond à une littérature exigeante et qui vont être mis en avant. Et ça, c'est un travail de longue haleine et pour moi, le plus passionnant peut-être. Donc oui, on peut vendre dans une librairie généraliste du très pointu et du très grand public et on peut faire des petites merveilles avec les rencontres et avec beaucoup de choses. Mais je ne vais peut-être pas monopoliser la parole. Non, mais ce que je trouve que tu lances très bien, c'est l'idée que nous sommes des prescripteurs et des prescripteurs de premier plan, mais vraiment réellement, quel que soit le type de littérature dont nous parlons. Nous avons reçu, c'est bien de parler en fait de nos expériences personnelles et de rebondir comme ça sur ces problèmes très importants. On a reçu jeudi dernier à la librairie David Van
qui est un type très drôle entre nous. Ça, c'est très amusant, parce que ses livres sont plutôt plombants, mais magnifiques, et lui est très drôle. Et en fait, il nous disait que lui, étant passé dans beaucoup de pays, une vingtaine de pays, comme il nous racontait, eh bien, pour lui, la France, c'est le plus beau pays pour les livres, la lecture et les auteurs, parce que les principaux prescripteurs sont les libraires, même beaucoup plus que les médias, à son sens. Et là, on a un auteur qui est maintenant connu par une majorité de libraires, mais pas encore connu du grand public. Donc là, on a tout un travail à faire encore. Et en plus, c'est formidable, on a un auteur qui sait, qui connaît notre travail. Ça pourrait faire un admirable porte-parole pour la profession, cet auteur. Qui a envie de... Si vous voulez, je lance un petit peu des points comme ça. Et alors, vraiment, dans l'assistance, n'hésitez pas. Hein. Allez-y. C'est juste, c'est difficile de voir les bras. Voilà. Je t'en prie. Juste un tout petit instant, le micro ne doit pas être branché. Ça marche. Justement, je trouve que notre travail, c'est aussi d'aider les gens à passer d'une littérature très facile, parce qu'on les suit sur des années, souvent, et on les fait passer d'une littérature très facile, très grand public, à des choses beaucoup plus évoluées, et on les accompagne. Et ça, vraiment, c'est le cœur du qualitatif pour moi. Oui, c'est cet équilibre dont parlait déjà Diderot, hein, c'est étonnant. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, c'est en quelque sorte ce que Jean-Jacques disait, la ligne éditoriale de la librairie, hein, on peut le définir comme ça. Les librairies ont des lignes éditoriales, aucune n'est meilleure que l'autre, hein, elles sont différentes, c'est tout. Exactement, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un regard transversal sur toute une production et d'opérer des choix, dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande, c'est bien sûr. Mais attachons-nous à l'offre, là, ici. C'est là, c'est le point essentiel, sans idée d'élitisme, quelle qu'elle soit. C'est pas le problème, si nous sommes d'accord. Juste, si je peux rebondir là-dessus. Moi, je suis à Tarbes, donc ici, je viens parler du haut de mes 1 an et demi d'expérience, donc jeune librairie, petite librairie. Et on est tous les jours surprise de la manière dont les gens sont prêts à suivre nos choix. Et ça, je pense que c'est très important, c'est-à-dire on tient compte effectivement de ce qui se vend, de ce qu'il faut avoir, parce qu'on sait qu'on va nous le demander, mais ce ne sont pas nos meilleures ventes. Nos meilleures ventes sont nos coups de cœur. Donc, si vous voulez, c'est le travail, je pense que c'est notre travail d'établir aussi cette relation de confiance avec les gens. Le lien, c'est ça aussi, c'est la relation de confiance qu'ils ont vis-à-vis de nous, et on s'aperçoit qu'à partir du moment où on réussit à avoir cette relation de confiance avec les gens, on peut les amener vers des lectures d'une manière absolument incroyable, et des fois même sur des textes plus confidentiels et très, voire même avec des thèmes très très sombres, alors que c'est vrai que les gens ont plutôt tendance souvent à avoir des demandes sur de la littérature de divertissement, on va dire, et enfin, on est très 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 surprise au bout d'1 an et demi de voir à quel point les gens sont prêts à suivre nos choix et sont en attente des choix qu'on fait aussi. Voilà. Mais toi-même, tu as une expérience bigarrée, je dirais, puisque tu as travaillé auparavant dans un groupe plus important et qui a tout à fait des méthodes totalement différentes des librairies indépendantes. C'est peut-être intéressant aussi d'aborder cet aspect des choses et de présenter là, pour le coup, c'est une vraie divergence, quoi, j'imagine. Là, on est sur du grand écart, on peut le dire. Enfin, dans la mesure aussi où moi je travaillais, je peux le dire, dans un espace culturel. À Tarbes, un très gros espace culturel où en fait on travaillait déjà comme des libraires, c'est-à-dire on faisait nos notés, on faisait des choix, on faisait nos tables, etc. Enfin, on avait une véritable autonomie et la possibilité de faire des choix et de suivre plus ou moins une ligne éditoriale sur les rayons dont on s'occupait. Donc on avait cette expérience-là, il n'y a pas de centrale d'achat, etc. Donc on pouvait garder quand même une certaine subjectivité. Après, on le faisait dans des conditions qui ne nous convenaient pas à cause de la massification en fait de l'offre. On avait pour consigne de faire peu d'impasses, donc il fallait avoir à peu près tout et n'importe quoi. Et c'était assez difficile de faire exister nos choix au milieu de cette profusion.
Donc c'est vrai que quand on a monté notre librairie, on a réellement décidé d'établir une ligne éditoriale tout à fait forcément basée sur notre subjectivité, sur nos envies, parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis hier. Toi, tu l'as abordé dans ton discours tout à l'heure, mais la notion de curiosité, de plaisir, voilà, pour nous c'est essentiel. C'est ce qu'on n'avait pas là où je travaillais avant, parce que tout était noyé, tout ça s'était noyé. Aujourd'hui, on arrive à faire exister les choses qu'on a envie de faire exister dans les conditions qu'on a choisies. Donc cette notion de choix, elle est essentielle pour nous, et les rendre visibles et les faire exister, c'est tout à fait essentiel, et c'est la grande différence dans la manière de pratiquer notre métier aujourd'hui par rapport à la manière dont on le pratiquait avant. Mais c'est vrai que cette notion de choix éditorial et de ligne éditoriale, elle est pour nous très très importante. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est reconnu par nos clients aussi. Alors il y a un problème quand même, puisque pour faire du choix, un choix, il faut prendre du temps. Et le temps, c'est bien un des problèmes les plus importants quand on est libraire. Donc je crois que là, mais on ne sera peut-être pas le lieu des échanges ici, quoique je ne sais rien, c'est donc le rapport avec nos fournisseurs qui est peut-être... Pardon ? Oui, attends, je finis juste et je te passe la parole, bien sûr, avec plaisir. Donc c'est le problème comme ça du lien avec les fournisseurs qui... Vous m'entendez pas, pardon. Voilà, alors je vais parler très, très proche du micro. Non, je disais, le problème du choix, pour faire un choix, il faut prendre du temps. Et le problème du temps, c'est bien un des problèmes fondamentaux dans notre métier. C'est donc là où la qualité du rapport avec nos fournisseurs doit être aussi travaillée, exigeante, et pour moi, travailler d'un commun accord. Pas en opposition, mais en synthèse. Voilà. Voilà, je vous en prie. Oui, Sylvie Labat de la librairie Fouillis d'encre à Saint-Denis. Voilà, moi je voudrais revenir au mot libraire et à la profession libraire. Quand la nouvelle convention de collectif de la librairie française est sortie, j'ai eu un peu honte vis-à-vis de mon équipe de libraires, parce que j'ai une équipe de libraires dans ma librairie. Et du coup, j'ai lu qu'aujourd'hui, nos libraires s'appellent des vendeurs A, vendeurs B, vendeurs C, gestionnaire A, gestionnaire B, responsable A, responsable B. J'ai compris qu'on apprenait l'alphabet quand on lisait la grille de qualification de notre métier. Hein. Voilà, et je lis parce qu'il y a eu un guide d'accompagnement de mise en œuvre de la nouvelle grille de qualification, où il est dit, je cite, « De même, il convient d'éviter l'utilisation de verbes trop génériques dont on mesure mal l'étendue de ce qui est exigé, connaître, comprendre, lire, savoir. » Et j'ai failli pleurer, j'avoue. J'ai aussi compris qu'on avait des critères dits classants, et donc qui avaient un poids différent selon l'importance que la profession souhaitait lui attribuer. Technicité 24%, autonomie 23%, relationnel 20%, responsabilité 18%, connaissance 15%. Alors, moi, j'ai bien entendu que vous parliez de vendeurs dans votre librairie, et vous d'une équipe de libraires, et je me dis quel monde on a envie de construire et quel sens on donne à notre métier. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir des vrais libraires dans ma librairie, et j'ai besoin qu'ils soient vus comme des libraires. Un jour, ils prendront ma place, tout simplement. C'est tout à fait un point essentiel. Avant tout, je voudrais quand même remercier la qualité du soleil bordelais. C'est quand même important. Mais effectivement, la librairie étant comme pas mal dans toutes les disciplines, est une histoire d'aventure humaine. C'est des personnes qui, avec leur individualité, leur singularité, vont nourrir nos différents lieux, qui sont les uns et les autres, tous différents. Donc il y a une chose aussi importante sur un même territoire, c'est d'arriver d'un lieu à un autre, à une complémentarité, à un échange de bonne intelligence, d'une librairie à une autre, avec des libraires, et là je suis bien d'accord, et en finalité, un élément extrêmement important, quoi, qui est, pas pour moi le client, mais qui est le lecteur, aussi dans la même notion que vous avez expliqué sur les conventions collectives. Nous, on parle toujours de lecteur.
Mais je ne refuse pas le fait qu'on soit commerçant. Hein. C'est la dualité où, par rapport à la qualité qu'on dégage, la dualité entre notre vecteur culturel et le côté commerçant, qui permet à certaines personnes, et entre autres les éditeurs, distributeurs, de nous mettre dans la petite case là où il faut, quand ça les arrange. Là, il y a une chose aussi importante, et il faut défendre par rapport à notre rôle. Et en tant que libraire, il y a le mot quand même extrêmement important qui est le mot d'indépendance. Et derrière le mot indépendance, j'y mets le mot de liberté. La liberté du libraire et la liberté naturellement du lecteur. De laisser la totale liberté, on a la chance d'avoir des gens qui passent notre porte, de leur laisser leur totale liberté. Qui sont comme les nôtres, pas du tout objectifs, hein, qui sont subjectifs dans leur sensibilité de découverte. Donc on peut reprendre effectivement tout ce qui a déjà été dit, donc je suis peut-être déjà en train de paraphraser, mais la notion de liberté est quelque chose d'extrêmement fort, et personne, bon, entre autres, mais je pense que dans toutes nos librairies, ne doit se permettre de me dire ce que je vais présenter avec mon frère, hein, on est une petite équipe, on est 3, de nous indiquer ce qu'on doit mettre ou en avant ou en retrait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. La qualité aussi des librairies, c'est la pédagogie qu'on doit apporter pour expliquer aussi notre métier au quotidien aux lecteurs, de telle façon, et il y a cette notion qu'on a, nous, en tant que professionnels, de la responsabilité par rapport à notre métier, de l'interprofession, et aussi, naturellement, la responsabilité que doit avoir le lecteur par rapport à ces lieux-là. En fait, je n'ai pas posé ma question. Je n'ai pas été assez claire. C'est pourquoi le syndicat de la librairie française a participé à laisser des experts qui font les conventions collectives et qui ont... On a les mêmes maintenant chez les marchands de chaussures. Hein, parce que vous avez des produits, enfin des fiches type de poste où vous vendez des produits. Il n'y a plus le mot livre non plus. Non, voilà. Et du coup, pourquoi le syndicat de la librairie française a participer à ça. Y a-t-il un représentant du syndicat? Oui, alors là, ça serait bien que quelqu'un... Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Simplement, moi, je dirais que ce que vous évoquez, c'est de l'ordre du quantitatif pur, sec, froid et tout. Justement, nous essayons de parler d'autres choses qui contrebalancent ça. Et j'espère... Pour moi, le qualitatif, c'est une exigence convertible en plaisir. Et j'aimerais bien qu'on parle de plaisir, parce que je crois vraiment que les libraires, c'est des passeurs de plaisir. Mais réellement, j'en suis persuadé. Mais, bah oui, mais j'aimerais bien parler. Mais nous sommes des vendeurs aussi. Moi, ça me choque pas. Hein. On est des commerçants, des vendeurs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Excusez-moi, mais on n'entend pas. Est-ce que je peux juste dire, donc Ariane Tapinos, librairie Contine à Bordeaux, élue au syndicat. J'ai pas du tout participé aux négociations liées qui ont abouti à la convention collective, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Il me semble juste que c'est un petit peu un faux procès, enfin un procès. Je pense qu'une convention collective, c'est effectivement pas de la poésie et que le problème, c'était pas d'affadir ou de toutes les choses un peu absurdes que vous avez lues, et effectivement dit comme ça, c'est tout à fait ridicule, mais c'est de rentrer dans des cases qui sont celles des conventions collectives, et c'est pas une histoire comment dire, enfin c'est ce qui existe. Toutes les conventions collectives sont écrites comme ça, et c'était indispensable pour la profession de se doter d'une convention collective. Ça a été un travail considérable, et je pense que c'était un gage justement de professionnalisme et d'être capable d'aboutir à ces négociations-là. Les interlocuteurs, si j'ai bien compris, dans le cadre de ces négociations, en face, les syndicalistes qui représentent ne sont pas des gens qui sont libraires du tout. C'est pas une discussion entre libraires, obtenir une convention collective, c'est répondre à une obligation légale dans des critères qu'on peut regretter, qu'on pourrait discuter, etc. Mais je pense que la faute n'en revient pas au syndicat, et ce qui compte, c'est d'avoir été capable de mener cette discussion, d'avoir fait aboutir cette convention, et voilà, après on l'applique tous, on n'est pas idiots, on sait ce qu'on demande aux gens qui travaillent en librairie, et on ne va pas plaquer ça de manière complètement ridicule. Ça correspond à des formulaires du type administratif. Je trouve que le problème n'est pas là, et que bien au contraire, le fait d'avoir pu mener ce travail-là, ça montre que la profession est organisée et qu'elle est capable de le faire. D'avoir pu créer une convention spécifique à la librairie, c'est un plus pour nous, c'est un progrès. Donc je pense que c'est quand même une manière de présenter les choses qui ne rend pas justice à ce travail. Voilà. Excusez-moi, mais je voudrais rebondir sur le rapport. Oui. Voilà. Je vais en rajouter une couche et j'en suis un peu désolée, mais voilà, librairie Neverland, je suis dans le 78, je suis en banlieue.
Moi, si j'en crois tout ce que j'ai entendu, l'accueil, la convivialité, l'atmosphère, la discussion, le conseil, d'après ce que j'entends de mes clients, qui sont pas forcément très nombreux, mais très fidèles, je corresponds tout à fait aux critères qualitatifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui me tient encore pendant 5 ans à faire ce métier. Le seul problème, c'est que j'entends aussi que je suis prescripteur souvent. Mes lecteurs, j'ai un peu de mal à dire mes acheteurs, mes lecteurs, pour moi c'est mes lecteurs, me le disent. Par contre, j'ai remarqué que je suis peut-être prescripteur, mais j'ai jamais reçu de ma vie un service de presse. Je suis jamais visitée par les représentants, ce qui ne me gêne pas en soi parce que ça me laisse totale liberté pour choisir ce que je veux mettre en avant. Par contre, là où ça me gêne un peu plus, c'est qu'effectivement, je ne rentre pas visiblement dans le label qualitatif du syndicat, le label LIRE, pour une raison simple et évidente. C'est pas le syndicat, hein, c'est le CNL. Oui, l'État, pardon. C'est l'État et le ministère des Finances. J'avais posé la question au syndicat et on m'avait répondu que je ne pouvais pas rentrer dans ce label qualitatif, justement, puisque c'est quand même... on parle de qualitatif et il y a un label qui est censé, tout simplement parce que je ne me paye pas. Voilà, donc en plus, je fais ça bénévolement. Donc, comme je ne me verse pas de salaire, puisque j'estime que pour que la librairie tienne, pour l'instant, il faut encore que je ne me paye pas. Du coup, c'est le petit truc qui fait que je n'ai pas le label. Donc, je suis un petit peu gênée de savoir que j'ai tous les Excusez-moi. Tout ce qui rentre dans le qualitatif, sauf ce petit détail commercial, si on peut dire. Mais ça, on pourrait faire vraiment un débat très long en soi. Je crois que Didier Grevel... Désolée, je voudrais intervenir depuis tout à l'heure. Oui. Pardon. Vous êtes là. Là. Bonjour, je suis là. Donc, oui, c'est pas facile. Donc, je suis désolée. Donc, je voudrais juste revenir. On est sur le qualitatif. On n'a pas besoin d'un label pour faire de la qualité. Voilà. Moi, j'ai pas de label non plus, et ça n'empêche pas de faire de la qualité. Je voulais revenir sur ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il y a plein de choses très très belles qui ont été dites sur le métier, sur ce qu'on est. On s'y retrouve. Le supplément d'âme. Le choix, la liberté d'assortiment, le côté prescripteur, on est tous là, on se reconnaît dans tous ces qualificatifs. Voilà. C'est déjà très très bien, mais du coup, on est là aussi pour faire bouger un peu les lignes et s'interroger un petit peu sur ce que nous on fait déjà et ce qu'on devrait faire de mieux. Et au vu de l'étude qui nous a été présentée par M. Moati hier matin, là, il faudrait faire attention à ne pas s'installer dans cette fameuse verticalité dont il nous parlait, c'est-à-dire de se dire que nous sommes prescripteurs, nous avons des lecteurs, nous leur amenons la connaissance, mieux, meilleur, on n'est pas forcément mieux ni meilleur. Donc il faut peut-être qu'on essaye de faire bouger les lignes sur ce plan-là, c'est-à-dire à la fois mettre toute notre expérience et notre passion et notre amour et notre bonheur à amener vers la littérature vers les gens. On peut le faire en étant tolérant, ouvert, dans l'empathie et et en étant à l'écoute de nos publics. Après, tout ce qu'on a dit là, en fait, toute cette relation privilégiée que nous avons avec nos clients et que nous ressentons d'échange d'amour, parce qu'en gros, c'est ça, hein, on cherche l'amour et on en donne et on en reçoit, c'est le fameux public qui nous est déjà acquis. Et donc, notre problématique à tous, c'est de contenter aussi ceux qui ne rentrent pas et de les faire rentrer, c'est d'aller vers... ceux qui lisent peu ou qui ont peur de nous, parce qu'on a cette fameuse aura de connaissances qui n'est pas forcément justifiée. Et donc là, il faudrait peut-être plutôt s'interroger sur comment faire pour aller vers les jeunes, par exemple, les ados, les fameux qui sont accros à leur technologie, mais qui veulent continuer de lire du livre papier. Et c'est vers eux qu'il faut aller. Et là, il faut qu'on s'adapte, il faut que nos qualités s'adaptent à ce public-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes. Oui, tout à fait d'accord. Merci. Alors, on va laisser la parole à Didier Grevel, qui souhaitait répondre. Oui, je souhaitais répondre à la libraire qu'il y a eu une révision de ce label. Aujourd'hui, nous avons un deuxième label qui existe, qui a été proposé par la direction du livre et le CNL, qui a ouvert, on va dire,
la reconnaissance de librairies de qualité à des libraires qui ne rentraient pas dans un des 3 critères très restrictifs et qui donc n'ouvrent pas droit derrière à des exonérations fiscales, les avantages proposés par Bercy. C'est tout. Donc, vous avez sans doute été écarté à un moment donné dans la première mouture du label, mais vous pouvez tout à fait représenter aujourd'hui et être une librairie labellisée qui n'aura malheureusement pas droit aux exonérations fiscales. Mais là, c'est du pur législatif fiscal dicté par Bercy. Et là, on est très petit devant Bercy. Merci. Des librairies de référence, c'est-à-dire qu'on a enlevé, enfin je crois que c'est ça, enfin je vous dis ça parce que j'ai été un peu associé aux réflexions, mais c'est pas... j'ai suivi ça d'un peu loin, je crois que c'est ça, c'est le label LR, librairie de référence, qui n'ouvre pas droit à des exonérations fiscales, mais qui est une reconnaissance de la qualité du travail du libraire. Voilà, donc le SLF et l'ADELC sont prêts à vous renseigner si vous avez besoin, bien sûr. Juste pour... Parce que là, c'est un débat en soi et on s'écarte un petit peu, à mon sens, de l'idée de départ. Quand même, dans tout ce qui vient d'être évoqué, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, dont on n'a pas encore parlé, c'est la professionnalisation des choses. Là, je ne suis pas du côté du vendeur, c'est au-delà de ça. Et Michel Capdequi, qui a une expérience intéressante, va nous parler un petit peu de ce sujet, puisque on en a parlé un peu ensemble. Voilà, tu as un micro. Oui, dans tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, il y a des tas de réflexions qui remontent et qui reviennent tous à ce souci effectivement de la professionnalisation. Je crois que si je suis libraire depuis 31 ans maintenant, c'est que ça a été mon souci dès le départ et ça a été un petit peu ma ligne de bataille pendant 30 ans. Très vite, j'ai fait partie d'associations, donc je pense à la très formatrice association Œil de la Lettre, à qui je dois, je crois, toutes les bases de mon métier. Puis ça a été le syndicat, puis les associations comme la ILF, qui était d'aller voir sur place comment se débrouillaient aussi les libraires algériens qui étaient dans de très grandes difficultés, donc reprendre le métier pas à pas. Et puis aussi les associations régionales, la LIMP. Donc je dirais que de toute façon, en idéalisant, en sacralisant notre métier, ce qui est nécessaire pour garder cette foi, il est aussi tout aussi nécessaire de juger que c'est un métier qui est collectif et de ne jamais tenter de rester dans son coin et d'essayer de toujours acquérir effectivement un peu plus d'exigence dans la professionnalisation. Je n'aime pas du tout le terme qualitatif, je pense, parce que moi il me renvoie effectivement à la négociation commerciale avec mes fournisseurs. J'aime beaucoup par contre le terme exigeant, parce que le terme exigence, c'est être exigeant par rapport à soi-même d'abord, c'est-à-dire que le libraire c'est d'abord quelqu'un qui a une très grande humilité, qui remet en cause sans arrêt son métier chaque jour, parce que sa clientèle évolue, parce que la société évolue, et qu'il n'y a pas de librairie en soi. Une librairie, c'est forcément ancré dans une cité, avec ses mouvements, avec effectivement parfois des mouvements qui peuvent être intéressants, d'autres qui peuvent être régressifs. C'est vrai qu'actuellement, moi j'assiste un petit peu à une désertification de certains rayons un petit peu pointus, parce que j'ai une clientèle à laquelle j'étais habituée qui a vieilli, qui part à la retraite, qui s'en va ailleurs. Et malheureusement, dans certaines professions, le renouvellement ne se fait pas de cette manière, parce que les nouveaux apprentissages sont différents, ne passent plus par le livre, mais par autre chose. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut s'interroger, parce que sur lesquelles il faut mettre du sens. Et j'ai une équipe de 8 libraires, et que j'interpelle régulièrement en les interrogeant sur leurs pratiques, qui souvent deviennent des pratiques un petit peu mécaniques, et sur lesquelles il faut remettre du sens pour savoir à quoi elles servent. Parce que si on veut recapter effectivement cette clientèle dont on nous parlait hier, qui actuellement est une clientèle qui a un fort potentiel d'achat, d'après ce que j'ai compris, qui est encore curieuse, qui sont de gros lecteurs, mais qui ne fréquentent pas forcément nos librairies, je pense qu'il faut effectivement se questionner sur à la fois nos savoir-faire et comment les faire passer dans une écoute très attentive. Je crois que le principal qualité du libraire, donc je reviens un petit peu à ce mot qualitatif, c'est aussi l'empathie. Et j'ai toujours considéré mon métier comme mon prolongement politique d'une certaine manière, et je crois que c'est un petit peu ça que j'essaie de passer à mes libraires. Alors mes libraires, effectivement, sur leur feuille de paye, ont une appellation qui est peut-être un peu barbare. Ceci dit, elle leur permet aussi d'avoir des acquis
Et ça, je crois que c'est très très important. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien souvent, j'imagine, comme vous, que les gens me disent « Ah ben vous êtes un libraire, hein, vous n'êtes pas un vendeur de livres. » Ben, les deux, quoi, quand même. Hein. Mais effectivement, moi, j'ai pas de problème avec le mot commerce. Ça ne me dérange pas du tout. Ça n'empêche pas de faire un travail exigeant. Je suis d'accord avec ce terme exigeant, c'est très intéressant, peut-être bien meilleur que qualitatif, qui est là, malgré tout, du côté du quantitatif. Est-ce que je peux intervenir? Alors oui, juste pour qu'on voit où vous êtes, parce qu'on voilà, voit rien ici. Merci, voilà. c'est gentil. Alors, je voudrais intervenir sur trois petites choses. La convention collective, effectivement, c'est ce que vous venez de dire et c'est important. On est devenus des vendeurs en librairie pour favoriser les acquis sociaux en cas de déplacement ou de mutation du libraire qui voudrait faire autre chose et ailleurs. Et c'est donc quelque chose de lycée, comme l'a souligné Ariane, sur de l'administratif. Et ça, c'est important, c'est pour le devenir. La deuxième chose, sur le label LR et LIR. Moi, je suis lire, je m'en porte très bien, etc. Ce que je ne comprends pas, c'est que le LR n'a pas ouvert les portes pour de la part des distributeurs et des diffuseurs aux mêmes avantages économiques, culturels et de partage de connaissances aux libraires labellisés LR. Donc, qu'il n'y ait pas de convention, qu'il n'y ait pas d'exonération de CET et autres, parce que Bercy est dans le coin, d'accord. Mais pourquoi, dans ces cas-là, les autres libraires n'ont pas bénéficié excusez-moi, des mêmes avantages que la librairie Lire? Exemple, les 30 jours pour les retours, etc., qui sont une forme, d'après moi, de reconnaissance de notre qualitatif. D'un autre côté, j'aimerais qu'on partage, enfin, que vous nous parliez de vos expériences sur comment faites-vous pour faire reconnaître votre qualitatif auprès, non pas des clients, je pense qu'on est tous d'accord, mais auprès, au contraire, des éditeurs, diffuseurs et distributeurs. Ben, ça prend du temps, c'est une longue histoire. Mais comment on fait évoluer, une fois qu'on est reconnu, comment fait-on évoluer encore les choses au petit... Oui. Enfin, c'est un travail de longue haleine, de tous les jours, et on a l'impression à un moment ou à un autre qu'on est au taquet et qu'on ne peut plus basculer dans encore autre chose, et encore mieux, et encore plus de reconnaissance. C'est le problème du temps nécessaire. Beaucoup de réflexion avant d'être dans l'action et la pression permanente, prendre du temps. Je donne un exemple qui est personnel. Dès que nous avons ouvert la librairie, c'était une création il y a 13 ans, on a commencé à faire des rencontres tout de suite, beaucoup de rencontres, trop de rencontres, mais c'est pas grave, avec peu de gens qui venaient par définition. Nous avons invité des auteurs méconnus, inconnus au départ, mais certains éditeurs ont vu ce travail comme ça dès le départ et on leur a signifié haut et fort qu'on était là et que c'était formidable et qu'on avait envie de progresser. Et au fil du temps, eh bien, nous avons établi une relation de confiance et de reconnaissance, je pense, de la part des éditeurs, ce qui fait que maintenant, pour une librairie comme la nôtre, c'est plus facile de faire des rencontres. Au début, ça n'était pas du tout. Voilà. C'est donc une relation, une histoire comme ça qui se tisse, qui se noue au fil du temps. Et moi, si je peux me permettre, je voudrais répondre à ça aussi pour aborder le problème justement avec les fournisseurs. Alors certes, il faut du temps, c'est vrai que j'en discute avec d'autres libraires pour imposer une crédibilité dans les choix qu'on fait, pour le faire reconnaître, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir des gens qui veulent vous imposer des choses parce que c'est en haut c'est dans les meilleures ventes dans les tableaux Excel, alors que ça ne nous correspond pas forcément. Il y a des choses qui sont dans les meilleures ventes de livres hebdo qu'on vend très peu. Donc, moi, je voulais aussi parler dans la notion de choix éditorial, de la difficulté qu'on peut avoir quand on est une petite librairie, une jeune librairie relativement isolée, c'est-à-dire loin au fin fond de la France, à Tarbes, autant dire la jungle pour certains. Et la difficulté déjà à obtenir les informations pour pouvoir faire des choix éditoriaux corrects. Alors c'est pas le cas avec tous les fournisseurs, c'est le cas avec certains. On a effectivement de grosses difficultés pour travailler correctement. Alors on le fait parce qu'on va chercher nous-mêmes l'information. Ça nous prend du coup 2 fois plus de temps. C'est du travail à la maison, c'est de la recherche sur Internet, etc. Mais on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de défendre les choix. Et on a envie de savoir exactement ce qu'on va faire rentrer dans la librairie
Et voilà. Mais c'est vrai qu'avec certains fournisseurs, voilà, on a un catalogue, je pense à un en particulier, un catalogue énorme, un seul représentant. La SO10, voilà. Donc, deuxième niveau à la SO10, c'est une catastrophe. Un représentant, un catalogue énorme, très peu d'informations, et on se débrouille avec ça. Ça nous prend un temps fou. Du coup, on s'aperçoit de petites erreurs qu'on a pu faire après coup, avec un peu de retard. Bon, on rattrape, mais ça, c'est un problème, parce que ça nous prend beaucoup de temps, parce que c'est pas très agréable de travailler comme ça. Des choix à faire en beau livre en jeunesse sans visuel, régulièrement, chez certains aussi. Donc comment faire un choix jeunesse beau livre en visuel? Nous, dans ces cas-là, c'est 0, on ne prend pas. Du coup, on rattrape après. Ça génère toujours un léger décalage. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de petites librairies, de jeunes librairies, qui sont dans ce cas-là. Moi, il me semble que peut-être c'est justement quand on démarre qu'on devrait vous faciliter les choses. Pas attendre que vous fassiez vos preuves au prix de ces heures et ces heures de recherche. Voilà, qui, moi, bon, je considère qu'elles font partie de mon métier parce que ça fait partie de la curiosité qu'on doit avoir. Voilà, mais simplement, voilà, moi, je trouve que c'est des conditions parfois difficiles et ça n'aide pas à faire des choix de qualité. On les fait quand même, mais au prix de temps pris à la famille, etc., qui des fois en a un petit peu ras-le-bol. Eric ? Passez-lui un micro, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend rien. J'interviens juste pour rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et du coup, allons jusqu'au bout. Et donc là, il faudrait interroger le SNE et les éditeurs en demandant pourquoi ils abandonnent leur diffusion. Parce que ce problème-là, c'est la diffusion. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus tout à fait une jeune librairie, mais je suis dans le fin fond de la Bretagne, donc c'est pareil. On a en effet une partie de notre travail qui nous demande beaucoup d'énergie. On a la curiosité, ça fait partie du métier, certes, mais il y a une partie, il y a certains éditeurs qui ont abandonné leur diffusion. Or, le travail, comme vous le disiez au début de votre intervention, en entente et en bonne entente, et non pas les uns contre les autres, avec notre diffuseur, facilite le travail, fait un meilleur placement des livres, diminue nos retours, évidemment, et profite à tout le monde, aux éditeurs et aux libraires. Et donc là, il faudrait aller jusqu'au bout et interroger. Voilà. Alors, justement, j'ai rebondi un petit peu, parce que aller dans ce même sens, à propos de la chaîne, c'est quand on parle de diffuseur, on parle entre autres des représentants. Et le rôle du représentant que je défends mordicus, vraiment avec une énorme conviction, c'est pas parce que je l'ai été, hein, ça n'a rien à voir, mais ça nous permet quand même de régler déjà beaucoup de choses, une source d'information essentielle, et toujours respecter l'histoire de l'aventure humaine. C'est qu'on passe d'homme à homme dans tout cela, dans toute l'information. Là, attention, grand danger dans ce qui est en train de se passer, c'est en train de vaciller un petit peu de la part de certains diffuseurs. N'oublions pas qu'il y a quelques années, il y a eu déjà une expérience et une volonté de la part d'un grand groupe d'éliminer les représentants qui avaient été, entre autres, acceptés par des libraires indépendants sur le principe. Ils ont reculé parce que ces représentants s'étaient mobilisés, mais on est toujours sur ce risque-là. Et dans le travail, effectivement, c'est de cette recherche d'exigence, pour prendre le mot de Michel, ou de qualité, qualitatif, terme, il faut se souvenir, qui a été mis pour la première fois au moment de la loi Lang, en 1981, et dans une problématique, alors là je partirai d'autre chose, mais si je reste sur le sujet de l'information et comment on fait pour nourrir nos lieux, ça passe effectivement avec l'information, et l'information, pour moi, est le maillon essentiel du représentant. Après, je pourrais parler d'autre chose. Oui, pardon, là moi je voudrais rebondir sur le représentant, parce que je crois aussi qu'il y a on a besoin du représentant, mais du représentant pourquoi ? Est-ce que le représentant doit servir à passer toutes les nouveautés une à une, ou dégageons du temps aux représentants pour travailler sur du catalogue ? On voit des représentants, moi je crois qu'il faut aussi remettre en cause nos manières de travailler avec le représentant, et que les représentants se mettent aussi en cause par rapport à leur manière de travailler. Il y a une évolution du métier à devoir, mais on ne va pas faire un dialogue.
Oui, moi, je rebondis pleinement sur le rôle du représentant, et il est aussi un qualitatif de représentant. Moi, ça fait 10 ans que je suis libraire, et j'ai déjà la nostalgie de certains représentants. Ça va trop vite. On a des représ en or qui vont insister sur des coups de cœur, et assurément, on va les suivre. C'est-à-dire que moi, je suis lectrice avec quasiment un libraire, parce qu'on a généralement un ancien libraire qui est devenu représentant, qui a cette finesse, cette recherche du très bon ouvrage, et qui va le transmettre au libraire. Il y en a très peu, voilà, sur la quantité de représentants. Et effectivement, les très gros catalogues, où on a 1h30 à 2 heures de rendez-vous pour un énorme catalogue, ils ne vous vendent pas pareil qu'un éditeur plus petit qui a vraiment des coups de cœur. Il y a un qualitatif de représentants, et je trouve que ça va trop vite là auprès des représentants. Il y a un recrutement qui est beaucoup plus commercial et agressif qu'il y a déjà 5 ans. Et c'est dommage. Mais je pense que les éditeurs devraient prêter plus attention, parce que le libraire est très sujet et établit vraiment une relation de confiance avec son représentant. Et ça change énormément un rendez-vous également, parce qu'il y a beaucoup de représentants qui sont mal reçus en librairie. Parce que je pense énormément aux ceux qui ont un gros catalogue, parce qu'effectivement, ils arrivent, on se dit, et c'est reparti sur de la PLV. Et on a des représentants beaucoup plus qualitatifs, où on s'y retrouve. Et je pense que les éditeurs devraient effectivement prêter attention. Et je trouve que le métier de représentant, c'est un métier, effectivement. Et il y a une âme à transmettre. Et l'identité de l'éditeur est retransmise par ce représentant. Et tout se joue, vraiment tout se joue. Et la mise en place d'une animation, elle se fait aussi par le représentant. C'est lui qui a les clés, c'est lui qui va nous donner les arguments, c'est lui qui va nous présenter généralement un nouvel auteur. Et c'est là que la rencontre se fait. Moi, je suis libraire depuis 10 ans. Le libraire précédent avait d'autres... il y avait autre chose entre l'auteur et le libraire. Voilà, moi, j'ai une nostalgie, je vous assure, il y a un métier qui change. Moi, je n'ai pas connu ça. Voilà, il y a très peu d'auteurs dans lesquels je me retrouve. J'en ai connu un, voilà, dans lequel je me suis retrouvée, un vrai coup de cœur transmis par un représentant. Et ça, c'est beau, et ça donne tout l'intérêt de notre métier. Et j'espère que ça ne va pas aller trop vite. Et je fais vraiment un appel auprès des éditeurs. Le commercial, c'est bien, les chiffres, c'est bien, mais nous, on a besoin d'être éblouis. Et un bon représentant, c'est un vrai métier. Oui, n'oublions pas que là, on est rentré dans une période, aussi bien dans nos domaines, hein, qu'on se pensait un petit peu être protégés, puisqu'on travaille dans l'espace de la culture, que pas mal aujourd'hui d'éditeurs, de distributeurs commencent à appliquer ce qu'on appelle le new management. C'est-à-dire que même quand il reste encore des hommes, ils ne sont plus considérés dans leur fonction et dans la plus-value qu'ils apportent. Alors ça peut être une dérive, et c'est une dérive qui peut arriver facilement. Donc le métier de libraire est aussi avec une certaine exigence, mais dans une qualité, c'est-à-dire c'est un sport de combat, et c'est aussi une question, on est une force de résistance. Et ça, c'est important de le signaler d'une façon commune, nos communs entre chaque libraire, et retrouver là aussi, arriver à un moment à un dialogue plus constructif, de trouver des communs avec nos partenaires qui sont naturellement les éditeurs, les auteurs. Et toujours, je répète, à des fins, à la bout du compte, et celui qui finance, quoi qu'il en soit, c'est le lecteur. Mais effectivement, le vecteur du représentant, il y a une certaine dérive qui est en train de s'opérer. Il faut voir aujourd'hui dans quelles conditions, les conditions d'autrefois dans lesquelles travaillaient les représentants, et celles qu'on propose aujourd'hui aux nouvelles générations de représentants. C'est quand même des fois à ce niveau scandaleux. La précarité que nous on connaît, mais on le sait au niveau de la librairie, c'est un métier assez précaire au niveau rémunération. Mais les représentants vont se retrouver eux-mêmes dans cette même situation, ce qui fait que certaines personnes restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils s'en vont. Ça, c'est vraiment aussi un gros problème par rapport à notre exigence et pour nourrir notre propre, tout le travail effectivement du qualitatif. Si vous permettez. Pardon. Oui, merci. Quai des Brumes à Strasbourg, je voulais ajouter qu'il y a un outil qui est assez formidable. Vous en parliez tout à l'heure à propos de l'œil de la lettre. Il y a quand même les associations de libraires qui permettent un échange d'informations assez exceptionnel. Au sein d'Initial, nous parlons souvent de nos lectures et ça nous permet de découvrir des choses qu'on a totalement ratées. Et il y a un autre outil que je voudrais évoquer qui a été brièvement évoqué hier, c'est Datalib. Qui est un petit peu technique effectivement et peut-être un peu austère, mais une fois qu'on a appris à s'en servir, ça peut être extrêmement pratique parce que si vous allez voir les meilleures ventes de vos confrères, vous pouvez remarquer que certains vendent à 200 exemplaires un livre que vous avez complètement ignoré. Et enfin, je sais que ça c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je vais voir ce qui se vend à droite, à gauche et je vais voir ce que c'est.
Il m'arrive d'être parfaitement déçue parce que ça ne correspond pas, absolument pas à mes goûts, mais il m'est arrivé de découvrir des choses merveilleuses dans ces choix-là. Donc il ne faut pas se priver de ces outils-là et il ne faut pas penser que ce sont uniquement des outils comptables. Absolument, c'est extrêmement important. Le lien, les relations qu'on peut établir au sein d'associations diverses, c'est essentiel, vraiment pour... Juste un mot, si vous permettez. Et peut-être aussi avec les éditeurs, c'est vrai que des fois on a quand même beaucoup de chance en France de pouvoir avoir des relations privilégiées avec des éditeurs et je pense à l'Amérique latine où ils se tirent dans les pattes entre libraires et éditeurs et je trouve qu'en France c'est vraiment je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance et après à nous de travailler et selon nos affinités avec certains catalogues et c'est vrai que pour moi cette notion de catalogue d'éditeur c'est vraiment une de mes raisons de travailler en me disant voilà il y a tel éditeur qui publie telle chose à moi de le proposer et puisqu'on parle aussi beaucoup de maîtrise d'achat et de dire des quantités zéro, c'est vrai que moi sur certains titres de certains catalogues d'éditeurs avec lesquels je me sens proche et d'autres catalogues, d'autres des éditeurs selon les libraires de la librairie qui travaillent avec moi et ce risque on le demande aussi à nos clients. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir dire, si celui-là, eh ben, je le prends. Alors certains libraires me disent, mais pourquoi tu le prends? Tu ne vas pas le vendre. Alors oui, maîtrise des achats, mais aussi à nous de faire découvrir. Alors quand on peut, c'est vrai que des fois ça coince un peu. Après, du coup, je me dis, bon, ben, je vais l'acheter s'il ne se vend pas. Mais ce n'est pas une solution non plus. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est important de pouvoir dire, voilà, ça je le mets. Et je le montre parce que j'ai envie de dire aux clients qui viennent que ça existe aussi. Pour juste un mot, si vous permettez. Juste un mot. Rappelez Eric. Ah, oui. Juste rappeler quand même, comme le disait Eric tout à l'heure, la notion de qualitatif, on le voit dans l'article 2 de la loi Land. Donc il apparaît en 82. C'est le service rendu par les détaillants pour le livre et pour sa diffusion. Ça renvoie très exactement à les éléments de l'article 1. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que ce qualitatif? La première partie, c'est bien évidemment l'offre. Nous devenons libraires et il suffit d'écouter tout ce qui a été dit. Rien que pour l'offre, on ne devient pas libraire pour la demande, sinon on serait un autre commerçant et on ne serait pas libraire. Ceci dit, on devient aussi libraire, on apprend au bout d'un moment à être libraire en relation à la demande. Souvent, je raconte que la deuxième cliente que j'ai eue, elle est rentrée dans la librairie, elle m'a demandé un livre sur la ménopause, je n'y connaissais rien, ça ne me concernait pas et j'étais surtout pas devenu libraire pour avoir une connaissance approfondie sur la ménopause. Ça n'empêche que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Bon. Et donc, un libraire, il marche sur deux jambes, l'offre et la demande. Et tout à l'heure, il y a eu le mot amour qui a été prononcé. En tout cas, je crois que c'est Michel qui a employé le mot empathie. Effectivement, on est dans un métier où on doit être tout le temps tourné et du côté de notre amont professionnel, ça veut dire vis-à-vis des livres qui sortent, mais de l'autre côté, tout autant des clients. Et dans la qualité, tout à l'heure, dans le film, on voyait bien qu'il y avait l'accueil, le sourire, etc. Et puis, de l'autre côté, quand vous parlez effectivement des exigences, et là, les exigences, c'est encore une autre dimension de la qualité, c'est dans ces cas-là, on se retourne plus vers l'amont. Je crois qu'il ne faut jamais se focaliser que sur un seul des deux aspects. Nous devons effectivement vivre avec les deux aspects de l'offre et de la demande. Et si, par exemple, on a d'énormes problèmes à faire reconnaître le qualitatif, et le débat sur les différentes formes de labels en ont été la preuve, c'est simplement parce que les éditeurs, les diffuseurs n'ont pas obligatoirement la même définition du qualitatif que ce que nous avons. Et bien évidemment, l'enjeu, il va se trouver à ce point précis.
Et si on a bien un combat encore à mener, c'est à continuer à avoir une définition, mais tout à fait objective de qu'est-ce que c'est que le qualitatif, et essayer de le défendre auprès de nos fournisseurs. Dernier point quand même, la notion du qualitatif dans l'article 2 de la loi, c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette discussion-là. Je ne suis pas en train de dire que la librairie aurait disparu définitivement si on n'avait pas eu la loi langue. Quoique. Mais pour autant, nous sommes des enfants, si je puis dire. On a été éduqués libraires avec l'idée de ce qualitatif. Et donc, s'il y a bien quelque chose à défendre, c'est bien la notion du qualitatif avec toutes les exigences que ce qualitatif exige. Ce qui forme l'économie de la librairie et qui rend, en fin de compte, la plus-value et qui économiquement nous permet, pour nombre d'entre nous, d'avoir un équilibre. Et que le quantitatif ne suffit pas. Et moi, ça me renvoie à la nécessité, à l'exigence encore de la formation. Je suis un petit peu déstabilisée aujourd'hui quand je vois arriver des nouveaux libraires dans ma librairie, quand je constate effectivement des formations très hétérogènes et le terme fondamentaux, les fondamentaux, je crois, a été repris plusieurs fois. Je crois que les fondamentaux d'une culture classique, nécessaire et basique en librairie, se perdent. Et là, j'aurais tendance à remettre en cause effectivement les apprentissages qui se font tant au niveau du lycée que de l'université. Et que devons-nous mettre en place, nous professionnels, pour pallier à ça? Parce que sinon, c'est vraiment le qualitatif qui se perd dans nos librairies. Oui, c'est essentiel. Essentiel, oui. Voilà. Nicole de Frémaville, librairie La Porte des Mots à Anduze. Alors moi, je suis frappée quand j'entends un peu ce qu'on dit aujourd'hui de la façon, de l'aspect généraliste de nos discours, de la manière dont on ne traite jamais des choses véritablement concrètes, quoique évidemment le choix qu'on fait des livres est une chose extrêmement concrète. Mais je pense qu'on a tous des bonnes idées pour devenir ou pour être des libraires de qualité avec des publics qui ont envie de venir chez nous. Et donc, moi, je propose de créer un data lib des bonnes idées. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais je pense que ce serait intéressant, parce qu'après tout, ce qui compte, c'est qu'on partage. Aujourd'hui, on sait bien que notre métier est en danger, qu'il a tellement évolué que parfois, on n'arrive pas toujours à le suivre, et qu'on puisse justement proposer aux autres des idées, des bonnes idées qu'on a eues, qui ont bien marché, et qui pourraient parfaitement marcher dans une autre ville, dans une autre librairie, et chacun trouverait avantage à trier parmi ces bonnes idées que d'autres ont eues. Je suis prête à vous en donner si vous voulez. C'est vrai que c'est un peu ce que disait Sylvie. Nous, par le biais d'Initial, c'est un peu ce qu'on fait. Et c'est vrai que le Data Lib, c'est vrai que fait rentrer en relation certains libraires. Les beaux jours, moi, c'est grâce à Data Lib que j'ai découvert la librairie, et la librairie de Clermont-Ferrand. Je me suis dit, tiens, il y a ça aussi en commun. Et voilà, je ne l'ai jamais vu, mais je l'appelle de temps en temps. Oui, nous, c'est l'association des libraires Rhône-Alpes, qui est la plus grande association régionale en France, et, qui est extrêmement variée, mais à un point immense. Enfin, vraiment, il y a des librairies de taille, de configuration tout à fait différentes, mais c'est un lieu d'échange extrêmement important. Vraiment, on parle des livres qu'on a aimés pour telle et telle raison, on s'engueule évidemment là-dessus, et c'est formidable. Donc ce sont ces associations, je pense, qui peuvent vraiment nous aider. Après, peut-être, moi j'aime bien le Data Lib adapté, là, c'est pourquoi pas, il faudrait peut-être y réfléchir. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, sans doute. Oui, s'il vous plaît, bonjour. Vous venez... pardon, je suis là. Juste devant. Je suis enseignante à l'IUT Métiers du Livre, qui est de l'autre côté de la rue. J'aimerais bien qu'on le cite au moins une fois dans ces rencontres nationales, parce que quand même, c'est un des plus vieux IUT Métiers du Livre de France. Vous avez ici un stand avec des élèves qui sont en licence apprentissage, libraires, qui ont envie de vous rencontrer, qui sont là pour vous rencontrer, qui ont proposé des communications, mais surtout, je voudrais parler de la formation. Alors je suis aussi libraire, on est un certain nombre d'enseignants professionnels et des enseignants de culture générale. On a besoin de vous, on a besoin des professionnels, parce qu'on a
on commence à avoir un déficit de recrutement. Parce qu'à force d'avoir des discours catastrophistes, eh ben forcément, on démotive complètement les nouvelles générations. Et les nouvelles générations, c'est celles qui vont reprendre vos librairies. Je dis les vôtres parce que je n'en ai pas à moi. Donc on a besoin d'un discours. Mais vous êtes aussi responsable que nous de la formation. La formation, le métier de libraire n'est pas un métier uniquement théorique. Donc aujourd'hui, on avance vers un basculement. Excusez-moi, je tremble un peu, j'arrive plus à prendre la parole devant 30 élèves que devant un amphi. Aujourd'hui, on est dépendant de programmes universitaires qui sont en train de balayer la culture générale. Et donc on va nous demander de plus en plus de faire de la formation sur des outils techniques. Donc vous serez contents, vous allez avoir des nouvelles générations de libraires qui vont arriver, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous aider aussi peut-être à manipuler des outils. J'en parle en connaissance de cause, je les forme à ça. Mais c'est pas ça le métier de libraire. Ces outils-là, ils vont vous aider normalement à regagner du temps avec le client. Ce temps avec le client, c'est à vous de le transmettre aux futurs libraires. L'amour du livre, c'est à vous de le retransmettre aux futurs libraires. Parce que la fac ne le fera pas. On aura beau se battre dans nos instances. La fac a changé d'orientation. Toutes les formations aujourd'hui en France vont changer d'orientation. Donc le métier de libraire, vous devez le transmettre. On ne peut pas le faire seul, on a besoin de vous. Et s'il vous plaît, parlez de plaisir, n'allez pas voir les élèves. Il y a des libraires hier qui sont allés voir nos élèves pour leur dire que c'était pas de bol, mais vraiment c'était un métier dans lequel il y aurait peu de chance et peu d'avenir. Alors si vous en êtes là, par pitié, gardez-le pour vous et n'allez pas voir les élèves parce que nous, on se bat pour les former, les élèves, on y croit encore. Je crois que c'est pour ça qu'on prend des stagiaires. Et récemment, j'ai eu 2 stagiaires, des étudiantes de lettres de Bordeaux, et elles vont s'inscrire cette année en métier du livre. Et pour rejoindre ça aussi, enfin là, par rapport au discours catastrophiste, justement, moi, c'est quelque chose qui me hérisse totalement. Parce que dans la pratique que j'ai depuis 1 an et demi, enfin moi je suis très heureuse de faire ce que je fais, même s'il y a des choses difficiles. Heureusement, effectivement, moi je pense qu'il faut parler du plaisir, de l'envie de découvrir, de la curiosité, tout ça, ça nous tient, ça sous-tend ce qu'on fait. C'est très très important de l'avoir pour faire ce métier. Et j'avais envie de dire aussi par rapport au discours catastrophiste, la librairie ça marche pas, etc., etc. Alors on se réfère beaucoup à la chute des magasins de chaîne comme Virgin, Chapitre, etc. Moi, l'autre jour, je disais à une cliente, bon, ben, c'est sûr, il y a des gens qui perdent leur emploi et tout ça. Moi, j'ai envie d'aller voir ces gens et de leur dire, mais montez des librairies indépendantes. Voilà. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, une petite minute. Aussi sur la mutualisation du qualitatif. Justement, quand on fait venir ensemble au fin fond de la France, on est à 30 km l'un et l'autre. On n'a pas les mêmes tailles, on est sur la même conception du métier. On peut avoir des choix communs par rapport à des défenses d'auteurs. Et mutualiser ensemble la venue d'un auteur, c'est un petit truc, mais ça fait partie de ce travail qualitatif que nous pouvons faire tous ensemble. C'est des petits détails, ça va au-delà de l'association. Voilà, ce sont des choses aussi ponctuelles comme ça. Et je voudrais rebondir aussi sur, moi, c'est ce qui me fait très mal par rapport à l'image de la crise du livre, c'est effectivement la crise des chaînes, et qui sont le contre-exemple justement de tout ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on sait que depuis 2-3 ans, ces chaînes-là avaient une politique de réduction des stocks, avaient enlevé de l'humain, puisque les vendeurs n'étaient plus responsables de leurs achats et de leurs choix. Et à partir de là, on ne peut pas faire de librairie. Alors ce n'est pas un problème de crise du livre, c'est bien un problème de modèle et de modèle qualitatif qui met le qualitatif au centre du débat. Oui, je voulais intervenir aussi dans le... Je suis là. Jean-Michel Demy, librairie Arcadie à Luçon depuis 20 ans et jeune président de l'association des librairies indépendantes des Pays de la Loire qu'on a réussi à créer l'année dernière. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne tous bien en compte, c'est qu'on ne peut pas être tout seul. Moi, je suis dans une ville de 10 000 habitants, au sud de Vendée, mais sur les
quasi 50 adhérents qu'on a réussi à rassembler au sein de l'association en un an avec François qui est à mes côtés, qui est le permanent de l'association qu'on a pu recruter, on a réussi à enclencher des choses. Et c'est dans la mutualisation de ce qu'on disait tout à l'heure, le data libre des expériences, ça c'est intéressant. Tout ce qu'on peut essayer de faire, qu'on puisse mettre en commun, et toutes les animations qu'on peut essayer de fédérer pour faire en sorte que telle ou telle petite structure puisse avoir le coup de pouce qui lui manque pour le faire, parce qu'on a tous le même problème, c'est le problème du temps. On court toujours après le temps. Et quand on peut avoir une structure telle que la fédération ou telle que l'association des librairies indépendantes qui peut faire un travail qui va dans ce sens-là, ça nous permet d'avoir gagné ce temps et d'avoir des réalisations qui vont dans le sens du qualitatif pour nos librairies. Et je crois aussi très fort à la formation. Je remercie l'UIT de Bordeaux. J'ai Armel, que j'ai accueilli dans ma librairie, qui doit encore être chez vous. Je l'ai aperçu hier ici. C'est vrai qu'on a un rôle de passeur à ce niveau-là, et il faut absolument tous jouer la carte de la formation, accueillir le plus possible. Moi, je le fais systématiquement au niveau des demandes d'accompagnement, pour accueillir ces jeunes en librairie et leur passer un message positif, parce que c'est extrêmement important. Bien sûr, c'est difficile, mais moi ça fait 20 ans que c'est difficile, mais je suis toujours là et je finirai là. Alors il nous reste à peu près 5 minutes, hein, donc je ne sais pas si quelqu'un souhaite encore apporter un Je autre voulais point de vue. remercier Oui. justement le professeur qui est intervenu et dire comme le monsieur d'avant que leur formation est bonne et que c'est à nous aussi de les former. Je reçois moi aussi souvent des élèves de l'IUT de Bordeaux. J'en ai une actuellement qui est absolument exceptionnelle. Et j'essaie de lui donner toutes les clés du métier. Bonjour, je suis Marie-Claude Rossard, déléguée de l'association des libraires en Poitou-Charentes. Nous avons beaucoup parlé des diffuseurs, des distributeurs, des liens entre les libraires et ces grosses structures. Ce que je regrette un petit peu et ce qui me semble pourrait être important dans la formation des jeunes libraires, dans leur culture générale dont parlait Madame Capducchi tout à l'heure, c'est peut-être un lien plus fort avec les éditeurs indépendants, entre les libraires indépendants et les éditeurs indépendants. Il me semble que je suppose que certains libraires ont des liens particuliers avec certains éditeurs. C'est Anne-Marie qui m'a fait penser à ça, parce qu'elle parlait de la notion de catalogue, qui est évidemment extrêmement importante. Et il me semble que le qualitatif aurait tout à gagner à se rapprocher, si les libraires se rapprochaient un peu plus des éditeurs indépendants qu'ils aiment, dont ils se sentent pouvoir prendre en main en quelque sorte, et qu'ils peuvent défendre auprès de leurs lecteurs. Je crois que là, il y a quelque chose, il me semble, à développer. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec vous, vraiment persuadé. Et, pour ma part, la Librairie Passage, c'est ce qu'on fait avec certains éditeurs indépendants. Éditeur indépendant, c'est complexe. Hein, ça veut dire de création, oui. Comme les librairies de création. Le terme éditeur indépendant n'est pas très bon, évidemment. L'éditeur de création, ça me paraît plus juste. Et je pense qu'évidemment, certains libraires le font. Certaines librairies peut-être plus petites, moins habituées à ce type de démarche, n'osent pas toujours téléphoner à un éditeur directement. Je crois qu'en règle générale, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes, et en tout cas créer des liens dont les éditeurs de création, ces petits catalogues qu'on aime trouver en librairie, qu'on aime défendre en librairie, ce lien, les petits éditeurs en ont aussi évidemment extrêmement besoin. Et je crois qu'à l'autre bout de la chaîne, les libraires aussi. Et entre ces deux bouts de chaîne, il y a des grosses machines dont nous avons besoin, qui sont des diffuseurs, des distributeurs, mais qui ne sont pas toujours à l'échelle des besoins du petit éditeur ou du petit libraire. Alors, je soulèverai un point par rapport à ces éditeurs de création dont vous parlez. Là, c'est un point commercial.
il est d'usage, et c'est normal, d'attaquer des grands groupes. Moi, j'ai quelquefois des dents envers certains éditeurs dont j'apprécie le travail et qui, commercialement, ne comprennent absolument pas la situation des librairies indépendantes, pour le coup. Ça, c'est un problème dont on pourrait discuter, mais voilà, c'est assez délicat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes où? C'est encore moi. Je suis désolée. Juste avant de vous laisser finir, je voulais dire qu'on a dit plein de choses très très intéressantes aujourd'hui. J'ai juste personnellement un petit regret, c'est que je trouve qu'on ne s'est pas suffisamment remis en question. Pour parler de la qualité, par exemple, personne n'a réagi à la note de 6,5 sur 10 qu'on nous met sur la qualité de nos animations, par exemple, alors que c'est ce qu'on met en avant pour dire qu'on est différent. Voilà. Donc ça veut dire qu'on fait des animations, que c'est ça que les gens attendent, mais ils nous mettent quand même que 6 sur 10, 6,5 sur 10. Ça veut dire que nos animations ne sont pas en adéquation avec les attentes de qualité du public d'aujourd'hui. Donc je voudrais que... J'aurais aimé qu'on se mette un petit peu plus en question, même si tout ce qui a été dit était très intéressant, nous permet de voir qu'en effet, à tous les coins de la France, on est pareil. Moi, si je peux me permettre, j'ai beaucoup de doutes sur cette étude de Xerfi qui a été présentée hier, parce que ce 6,5... non, l'autre étude, il sort d'où ce 6,5? J'ai eu un peu de mal à comprendre. J'ai pas aimé non plus certains... Et c'est une moyenne. Certes, et c'est une moyenne, oui. Je sais pas trop à quoi ça correspond. À un moment, moi, ça répond pas à mes attentes. On nous dit, oui, nos clients vont sur Internet. On le sait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils achètent sur Internet. Est-ce qu'ils sont sur de la littérature? Est-ce qu'ils sont sur de la création? Ou est-ce qu'ils sont sur de la prescription scolaire? C'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. Moi, c'est de ça dont j'aurais besoin. Et cette étude, je la trouve à la fois très floue. Je la trouve aussi parfois méprisante par rapport aux clients. Il y a quelque chose qui m'a choqué à un moment, qui me dit oui, là c'est votre cœur de... Voilà, ça ce sont vos clients, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ils vont mourir. Ouais, bon, mais... Mais en même temps, je trouve que c'est pour se remettre en question, ça peut être bien. Alors ça, mais bien sûr, mais il faut faire attention aussi. Et ce 6,5, moi aussi, il m'a choqué hier. Après, est-ce qu'on communique assez sur nos animations? Est-ce que nos clients savent qu'on en fait? Moi, des fois, je suis surpris. Moi, j'ai eu une expérience la semaine dernière avec un bibliothécaire. La médiathèque est en face de la librairie. Il vient me voir, ce bibliothécaire, et me dit « J'aimerais faire venir tel auteur ». Sauf que l'auteur était à la librairie 15 jours avant, qu'il y avait eu une vitrine pendant un mois, qu'ils sont abonnés à la page Facebook, que c'était sur le site. Donc moi, voilà, ce 6,5 de l'animation m'a posé beaucoup de problèmes hier. Oui. Absolument. Alors, oui. Mais le qualitatif est remise en question permanente. Je crois que si on doit retenir quelque chose du qualitatif, c'est cette remise en cause quotidienne de tous les instants. À propos, une dernière intervention très brève, s'il vous plaît, très brève. 11 heures. À propos des ventes Internet, j'ai l'impression que les clients ont souvent la sensation de payer moins cher les livres qui viennent sur Internet. Et malheureusement, cette année, entre 2012 et 2013, j'ai eu la sensation d'être un mauvais libraire au niveau de l'étiquetage. Vous comprenez ce que je veux dire? Les prix ont changé 3 fois. Et évidemment, j'ai eu le soupçon, de par ma clientèle, quand on fait comme M. Tonnet l'a dit au début, on reste à sa caisse en tant que libraire, il y a des plaintes, il y a des gens qui disent « Mais comment ça se fait? Je ne paye pas le prix marqué sur le livre. » Et alors, là, c'est très difficile d'être un libraire de qualité, car il faut viser le prix imprimé avec l'étiqueteuse. Oui, non, ça, ouais, j'en ai assez moi, de jouer avec l'étiqueteuse et que les éditeurs changent leur prix tout le temps et d'avoir des prix comme 20,13 €. Ben oui, bien sûr. Et après, un autre problème, je crois qu'on est à Bordeaux et que le président du Cercle de la librairie est bordelais. Je pense que ça serait une très bonne chose que Electre soit consultable en ligne. Je sais qu'il y a une application iPhone, mais quand les gens recherchent une référence, ils tombent tout de suite sur Amazon. Et moi, j'aimerais bien qu'ils tombent sur Electre et qu'ils viennent avec une page Electre plutôt qu'Amazon. Alors, merci à tous. On va clôturer l'atelier. Il y a plein de choses, évidemment, dont on n'a pas parlé. Je vous propose 2 idées.
qui est une citation d'Adrienne Monnier. Allô. Juste 2 secondes. Une petite citation d'Adrienne Monnier, qui a été une grande libraire de qualité. C'est ça. L'esprit des livres est un sourire universel. Pensons-y et amusons-nous. Merci.